9h du matin, hôtel de police de Lille. Dans l'un de ses bureaux, une toute nouvelle unité antidrogue prépare une opération coup de poing. Elle est dirigée par cet homme, le Major Chud. Bon les gars, un petit briefing. Donc on s'en va sur un quartier sensible où il y aura un stock de drogue assez important, donc cocaïne, héroïne. Ces 17 policiers font tous partie de la FRI, pour Force de réponse immédiate, créée spécialement pour faire tomber les réseaux de drogue toujours plus nombreux dans la métropole lilloise. Ce matin, dans leur collimateur, une des tours d'une cité de la banlieue sud, où s'écoule de l'héroïne en grande quantité. Donc merci à l'équipage canin spécialisé en recherche stupéfiant de venir nous aider. On va sur place, on se répartit, on monte à 10, 5-5 sur les deux appartements. De préférence, les armes longues, elles restent derrière. On couvre les arrières du bâtiment. Prenez du lourd, Gilet pare-balles, armes longues. Pour des raisons de sécurité, la plupart doivent rester anonymes. La tour dans laquelle ils vont intervenir est appelée ici la tour de la mort. Donc unité FRI qui part en perquisition, demande une unité de renfort pour les abords si possible. Les hommes de la FRI s'attendent à croiser sur place de nombreux dealers et surtout beaucoup de consommateurs, car nous sommes le 5 du mois. Une journée particulière que les policiers surnomment la Sainte Touche. Ah, c'est une expression chez nous, la Sainte Touche, parce qu'ils viennent de percevoir leur salaire, les allocations familiales, etc. Donc ils ont un apport d'argent du début de mois, donc ils viennent acheter beaucoup en début de mois. Les 4 voitures banalisées de la FRI convergent vers la cité dominée par 3 hautes tours. Fred, le bras droit de Chud, connaît parfaitement les lieux. Il sait que les réseaux de drogue y sont bien implantés et très organisés. T'as les deux tours là-bas, là, qui sont les tours vertes où ça vend de la bœuf. Et à droite, la tour rouge, qui est surnommée la tour de la mort, parce que c'est là où ils vendent de la mort, quoi. L'héros, la coque. Ça klaxonne. Ça klaxonne. À leur arrivée, un groupe de jeunes se met à hurler. On les appelle les choufs, des guetteurs. Ils avertissent les dealers positionnés dans les différents étages. Ça, c'est la tour à bœuf. Hein. Eux, ils sont payés 80 balles par jour pour être en bas et dire attention, ils arrivent. La voiture de la FRI est prise pour cible. Une bouteille éclate au pied de la portière. Là, c'est pour nous dégager, hein, clairement. Hein. Le problème, c'est que nous, on part pas, quoi. Allez, on y va. Arrivés au pied de la tour, les hommes de la FRI foncent dans la cage d'escalier, là où dealers et acheteurs font généralement affaire. Au premier étage, des traces de squat au sol. Un peu plus haut, les policiers tombent sur des acheteurs en attente. Mais aucune trace du dealer. C'est le début, je dois avoir à fond en produit. Les collègues sont montés dans les étages, puisque c'est un point de vente. Il y avait 5 clients en attente avec un vendeur. Et forcément, à la vue des collègues, le vendeur est monté, il est réfugié dans un appartement quelque part ici. Pour retrouver le dealer, les policiers misent sur leur chien de détection. Étage après étage, Indy renifle chaque pas de porte. Ça c'est 11, c'est ça? On a fait 10. Ça c'est 10. Tout d'un coup, le chien marque une pause devant une porte. Les hommes de la FRI se mettent immédiatement en position. Police! Police, on va défoncer la porte, ouvre! À ce stade de l'opération, Chud n'a aucune garantie que le dealer se trouve derrière cette porte. On va casser la porte. Au deuxième coup de bélier, un homme crie depuis l'appartement. L'homme qui ouvre la porte est le locataire des lieux. On tape depuis tout à l'heure, là, tu peux pas ouvrir? T'as quoi sur toi? Rien. Pourquoi t'ouvres pas? On est là, depuis tout à l'heure. J'ai un peu de bœuf de conso. Pendant que le major interroge le locataire, ces hommes mettent la main sur le présumé dealer, réfugié sur le balcon. Ça jeté dehors. Il vient de jeter un sac à l'extérieur. C'est la course pour le récupérer avant ses complices. C'est de la merde et tout. En bas de l'immeuble, les hommes de la FRI sont les premiers à récupérer le sac qui semble contenir de la drogue. Au vu de notre assistance devant la porte, hein, il a fait la sourde oreille et lorsqu'il a vu qu'on allait défoncer la porte, il s'est débarrassé de la matière stupéfiante. À l'étage, le dealer présumé est tenu à l'écart dans une pièce de l'appartement.
Le locataire, lui, se justifie comme il peut de la présence du suspect chez lui. Moi, je l'ai laissé rentrer parce que... Pourquoi? Parce que je le connais, c'est un gars qui avait la main sur lui. S'il pouvait aller aux toilettes comme ça, je l'ai laissé rentrer, il m'a pas dit que vous étiez derrière lui. Je vais regarder après. J'ai joué. Comme le veut la procédure, Fred, équipé de gants, procède à l'inventaire du sac sous les yeux du Major Schud. Il y a un sac d'argent, Ouais. d'héroïne, encore d'héroïne. Ça, c'est une merde. Ouais, c'est de la merde, ils mettent exprès pour pas que les chiens ils sentent. Ils mettent une couche de merde dedans. La prise est importante. Un demi-kilo d'héroïne et autant de cocaïne. Sans compter l'argent, plus de 2600 € en billets. Faut faire une quise à fond. La perquisition réserve une autre surprise aux policiers. Ça, c'est de l'héroïne qu'on a découvert dans le coffre et la clé, c'était le monsieur qui l'a fait sur lui. Donc, il est quand même impliqué dans ce trafic. À quel niveau? Ça, on ne sait pas. Bah, c'est Lille, bienvenue à Lille. Mais c'est pas fini la journée. Le suspect est rapidement escorté vers le commissariat. Le locataire y sera conduit quelques minutes plus tard. C'est un supermarché. Ça génère des milliers d'euros par jour et des kilos de drogue par jour. Mais on sera là, on sera toujours là. La tour de la mort, comme l'appellent les hommes de la FRI, n'a pas livré tous ses secrets et ils vont vite s'en rendre compte. Ces dernières années, Lille, 4e métropole de France, est devenue une plaque tournante de la drogue. Herbes de cannabis, héroïne, cocaïne. Les prix sont de plus en plus bas, à tel point que les acheteurs viennent s'approvisionner de tout le pays, favorisant l'émergence des réseaux de trafiquants. La moitié de la France monte sur l'île. Il y a un gros marché et c'est pas cher. Si Lille est devenue une plaque tournante de la drogue, c'est qu'elle occupe une place centrale sur les routes de 4 capitales. Bruxelles, Paris, Londres et Amsterdam. Lille est également très proche de grands ports européens, porte d'entrée de la drogue en Europe. On est près de la Hollande et de la Belgique, forcément les prix sont cassés. Pour faire face à ce fléau qui gangrène toute la ville, le dispositif de lutte contre le narcotrafic a été renforcé. En plus de la brigade des stupes, une toute nouvelle unité a été créée en février 2018, la FRI, la force de réponse immédiate. Son but, stopper la prolifération des petits réseaux qui pullulent dans la ville. La durée de ces enquêtes ne dépasse pas un mois. La FRI doit être partout et frapper vite. Elle est unique en France. On va pas vous rater, je vous le dis, on va pas vous rater. Ces 16 policiers, commandés par le Major Schud, sont basés à l'hôtel de police de Lille Sud, l'un des plus grands commissariats de France, situé au beau milieu d'une zone de sécurité prioritaire composée de 3 cités. Lieu stratégique pour préparer planques, filatures ou opérations au coup de poing. La FRI lutte contre les trafiquants pour reconquérir mètre par mètre les territoires qu'ils contrôlent. On vous amputez quelqu'un de 150 000 €, ça les touche. Pour comprendre d'où vient cette drogue qui envahit l'île, nous avons remonté l'autoroute vers la Hollande, là où s'approvisionnent en majorité les dealers. J'ai tout ce que vous voulez. Cocaïne, marijuana, hashish. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de suivre cette unité lors de ces interventions. En quelques mois, ils ont démantelé des réseaux très organisés à la tête d'importants marchés illégaux de cannabis et d'héroïne, avec des saisies records à la clé. Le produit, ça se rachète. L'argent, ça se perd. Le faubourg de Béthune, situé à moins d'1 kilomètre du commissariat, classé 5e quartier le plus défavorisé de France. Plus de 70% de sa population vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 1 000 € par mois. Ici, la vie des 3 900 habitants est polluée au quotidien par les trafics. La FRI est souvent le dernier recours du bailleur social qui gère ses logements. Ce matin-là, Schud et Fred rejoignent le bailleur qui veut leur montrer une cage d'escalier transformée en succursale d'un réseau de dealers. Cette visite anodine va vite prendre une tournure à peine croyable. Ça continue ici, pourtant il y avait eu 2 opérations de police récemment. C'était là, mais ça a repris. Sur cette résidence, on a été amené, il y a quelques années maintenant, à condamner l'ensemble des caves parce qu'elles étaient occupées pour y faire du trafic. Ah ouais, d'accord, ok. NTM la police, ouais. Ils nous aiment. C'est bien.
Sur les murs, dès le premier étage, les dealers annoncent la couleur. Plus on monte, normalement, mieux ça va. Ouais. Ça, ils font les pochons, hein. Ils mettent 1 gramme ou 1 demi-gramme de cocaïne ou d'héroïne. À chaque étage, le major découvre les traces du deal et l'organisation mise en place par le réseau, notamment celui des guetteurs. Ouais, ils chauffent de là, quoi. Ah bah là, ils sont bien placés en plus. Le major inspecte tous les coins de chaque étage qui pourraient servir de planque. On a retrouvé des ficelles quelquefois. Alors vous tirez la ficelle et puis ils vont monter la drogue. L'utilisation des parties communes par les trafiquants pousse de nombreux locataires à quitter les lieux et empêche d'autres de s'installer. On a la demande de mutation qui augmente, des difficultés de plus en plus significatives à louer dans des conditions acceptables, des personnes qui sont positionnées sur des logements vacants mais qui refusent de par l'environnement délétère qu'ils peuvent rencontrer. Alors que nous sommes en pleine interview dans la cage d'escalier, nous allons assister à une scène ahurissante. Depuis la fenêtre, le major voit son adjoint Fred se faire accoster par un homme en bleu sur le parking. Cet homme semble lui proposer de la drogue et lui fait signe de le suivre. Il y en a un qui a été voir Fred là, tu vois. Sous les yeux de Shud, Fred joue le jeu d'un toxicomane qui va acheter sa dose. Il s'approche du dealer et soudain, pris de court, le major dévale les escaliers pour prêter main forte à son coéquipier. Police! L'homme est rapidement maîtrisé et aussitôt menotté. Tu vends de la drogue à des policiers, toi? T'es vraiment un abruti. Je suis un drogué, toi, Tu t'habites où? Fred n'en revient toujours pas d'avoir été pris pour un toxicomane. Il a piégé sans effort un dealer sûr de lui et visiblement habitué à vendre de la drogue sur ce parking. Écoutez, pendant que je vous attendais à l'extérieur, on va dire en sécurisation des lieux, cet individu est arrivé à pied et m'a proposé d'acheter de la drogue directement. Ils savent même plus faire la part des choses entre un policier et un toxicomane. Apparemment, on n'a pas non plus des faciès de drogués. Après avoir fouillé le dealer, Shud récupère sur lui de la drogue conditionnée, prête à la vente. Plusieurs boulettes de confectionnées là. Il y a 5 grammes. On est près de la Hollande et de la Belgique, forcément les prix sont cassés. 20 € le 0,8 g d'héroïne. D'héroïne, ouais. Dans ces quartiers tenus par les réseaux, les dealers ne sont jamais seuls. Par mesure de sécurité, les 2 policiers appellent des renforts. En moins de 5 minutes, leurs coéquipiers de la FRI arrivent sur place pour embarquer l'homme sous bonne escorte. Il y en a qui profitent de l'occasion pour essayer de libérer leurs copains. Donc on se prémunit et on prend une arme non létale. À Lille, le trafic de drogue ne laisse aucun répit aux hommes de la FRI. Dans leur voiture, en direction du commissariat, Shud et Fred reçoivent un appel. C'est un collègue qui partage une information de première importance. Un toxicomane leur donne une cache où seraient entreposés plusieurs kilos d'héroïne. J'ai une tour, j'ai un étage, j'ai un appartement. Ouais, mais c'est quoi pas mal de quantité? Si c'est 100 grammes, bon. Alors 100 grammes, d'après lui, c'est ce qu'il débite à l'heure. Ah ouais? D'après lui, si on y va maintenant, on est quasi sûr de trouver 1 kg d'héros, 1 kg de coke. Rien. Cette nouvelle information ramène la FRI vers la fameuse tour de la mort, moins de 24 heures après leur dernière descente. À l'extérieur, les guetteurs présumés assistent impuissants à la sécurisation des lieux. Avant l'assaut et par mesure de sécurité, la dizaine d'acheteurs qui patientaient dans les escaliers est évacuée. Ils seront entendus plus tard au commissariat. Dans 1 heure au commissariat, vous demandez la FRI. Petite audition et dehors, ok? Cette fois, les policiers savent très précisément et quoi chercher. À l'approche du domicile, ils sont sur leur garde, armes au poing. Derrière cette porte sont sans doute stockés plusieurs kilos de drogue. C'est la police. Il y a personne qui s'est réfugié chez vous. Au premier coup d'œil, fausse alerte, le locataire est un retraité inoffensif qui n'a rien d'un dealer. Mais les hommes de la FRI ne se fient pas aux apparences. Ils décident d'aller plus loin dans leurs investigations. Vous avez un balcon? On va regarder. Vous n'avez pas de balcon? Dans le KGB, près de l'entrée, un sachet attire leur attention. Bah, c'est un sachet qui hier. Oh putain, nickel, bravo. Ce sac en toile blanc, identique à ceux saisis la veille, est un bon début. Et la perquisition ne fait que commencer. Il y a un petit 200 grammes d'héroïne, de la brown sugar.
Un bruit suspect met les hommes de la FRI en alerte. Quelqu'un semble se cacher dans la salle de bain. Ne sachant pas à quoi s'attendre, ils demandent le silence et appellent un collègue en renfort. Les policiers y découvrent le présumé dealer. Pris au piège, il est menotté sans opposer de résistance. Après les 200 grammes d'héroïne, cette arrestation est un très bon signe. Mais on est loin des quantités annoncées par l'informateur. La perquisition continue. C'est un trafic vraiment imposant. S'il y a une compteuse habillée, c'est que vraiment il y a de l'argent qui circule en grosse quantité. Ce dernier indice leur confirme qu'ils ont bien affaire à une importante cache de drogue. Et c'est un sac anodin parmi tant d'autres qui va leur donner raison. Bien joué, super. Les policiers déballent plusieurs pavés entourés de scotch. Ce sont des pains de drogue et la saisie est remarquable. C'est N comme Noël. 2 kilos, 2,5, 3 kilos, 3 kilos et demi, 4 kilos. Il y a 4 kilos d'héroïne ou de cocaïne, on ne sait pas trop. Allez, gros. Là, on est à une des meilleures prises de drogue dure de la FRI depuis sa création. Oui, patron, encore bingo. Hein. On est reparti en perquisition, on a chopé un mec, donc il s'était remis à vendre. Hein. Ils étaient chez un petit papy. Un coffre-fort qu'on n'a pas ouvert, une compteuse habillée, et il y a plein de savonnettes. On y va? Quand tu m'as pour prendre... J'ai pas de gants, mais je peux le prendre. Un sac, ouais, prends un sac. Le trafiquant présumé et le locataire de l'appartement sont immédiatement conduits jusqu'au commissariat pour y être entendus. En à peine 48 heures, la FRI a fait tomber 2 gros trafics dans la Tour de la Mort. Âgé de 23 ans, l'homme interpellé avec plus de 4 kilos d'héroïne est un personnage clé du réseau. Quand Chud lui demande de donner ses complices, le trafiquant refuse tout net. Ah, t'es pas dans la merde. Hein. À moins que... À moins que tu te balances. Alors il m'a dit, mais t'étais... Il n'y a pas de balance. Bah, ok, Il m'a d'accord. dit que le vendeur est dans le bâtiment. 4 kilos, 4 ans. Pendant que le trafiquant présumé est escorté dans les geôles, le locataire, lui, est conduit dans un bureau pour être entendu. Ce que je sais, c'est qu'il y en a un qui m'a dit qu'il faisait surtout du sport à haut. Donc vous devez savoir un peu plus. Le retraité affirme ne rien connaître du trafic. Il est ce que l'on appelle une nourrice, une personne vulnérable que les dealers utilisent pour cacher leur stock de drogue. Ils sont venus taper directement à votre porte quand ils sont venus vous demander? Oui. Il vous a dit quoi? Si je voulais gagner un peu d'argent. J'aurais dit non, peut-être qu'on m'aurait menacé. J'en sais rien. Ouais, mais... Le retraité détaille alors le contrat qui le lie au trafiquant. Depuis plus d'1 an, ils ont le double des clés de son appartement et pour cela, ils le payent 30 € par mois. Pensez que ça en vaut la peine? 30 €, ça fait pas énorme. Non, pour moi, c'est beaucoup. Ça, c'est le montant de ma retraite. Tu comprendras tout. Pour se justifier, l'homme met en avant sa faible retraite, 816 € par mois. C'est en dessous du seuil de pauvreté, ce qui fait de lui une proie facile pour les trafiquants, habitués à exploiter dans les quartiers les habitants les plus démunis. Tu vas pas m'accuser de trafiquer. Que participer à un trafic, peut-être, mais pas à trafiquer, non. Dans la pièce des scellés, à côté des salles d'audition, Fred déballe tous les objets saisis qui composent l'attirail du parfait dealer. Première surprise, les nombreuses paires de talkie-walkie. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Le talkie-walkie, ça permet aux ravitailleurs d'avoir dans l'appartement et d'être prévenus, comme quoi il faut commencer à préparer pour le suivant. Ça permet aux guetteurs aussi dans le quartier d'avoir la possibilité de prévenir le vendeur qui est dans les étages, qui est équipé également d'un talkie-walkie. Et la mode actuellement, c'est de mettre souvent un mec sur les toits qui lui a une vue beaucoup plus lointaine pour prévenir du passage ou de l'arrivée de véhicules de police tenus ou sérigraphiés. C'est vraiment du local et il n'y a pas de possibilité d'écoute avec des talkie-walkie. Encore plus surprenant, un masque à gaz. Ça, c'est garde. Regarde, c'est plein de produits. Pour couper le produit, ils sont obligés de manipuler. Les produits sont très volatiles. C'est de la poudre quand même. Et du coup, pour éviter d'être intoxiqués, ils vendent la mort, mais ils ne veulent pas en respirer. Donc, du coup, masque à gaz.
420. Fred procède maintenant à la pesée des pains d'héroïne. 380. Au total, la valeur de la drogue saisie flirte avec les 100 000 €. C'est le chiffre d'affaires estimé du point de deal en seulement 3 jours. Il y a tellement de demandes. Il y a beaucoup de toxicomanes, de plus en plus. Forcément, il y a un marché à prendre qui est énorme. La preuve, ça c'est un point de deal, c'est peut-être ce qui va être vendu sur 2-3 jours. Pendant ce temps-là, dans le bureau voisin, l'audition du retraité continue. Est-ce que vous reconnaissez formellement l'individu sur cette poche photo? Les enquêteurs lui montrent maintenant une série de portraits pour qu'il identifie les trafiquants. Ça me dit rien du tout. Je te jure, hein. Oui? On va avoir besoin de monsieur pour l'ouverture du coffre. Le coffre? Quel coffre? Qui est dans votre appartement. J'ai pas de coffre, moi. Le retraité, étonné d'entendre parler d'un coffre retrouvé chez lui, se rend dans la pièce des scellés pour son ouverture. C'est le coffre qu'on a retrouvé chez vous. Vous l'avez déjà vu ça? Non. Allez. Oh, les pistons. Tiens, de ton côté. Il y a une double barre. Allez, il y en a. Qu'est-ce qu'il y a? Du fric? Il y a un petit peu d'argent. Venez voir. À vous, monsieur. Ah non, ça me bat, bon, si ça sera à moi, je serais pas là. Hein. Comme disait un collègue que j'ai bien connu, quand on a le produit, quand on a l'argent, c'est magnifique. Prends une photo. Dans les affaires de stupes, il est exceptionnel de mettre la main sur les bénéfices du trafic au milieu d'une telle quantité de drogue. Habituellement, les trafiquants se dépêchent de les placer en lieu sûr. On va faire un comptage particulier, mais 10, 20, 30, 40, il doit y avoir à peu près 50 000. Pour les besoins de la procédure, place au long des comptes des billets jusqu'aux petites coupures. 20 billets de 50. Fred avait vu juste. À quelques euros près, le coffre contient 50 000 €. C'est le nerf de la guerre. La thune. Le produit, ça se rachète. L'argent, ça se perd. 50 000 €, c'est l'équivalent de 2500 doses d'héroïne vendues. Preuve que ce point de deal tournait à plein régime. Selon toi, de quelle quantité tu penses avoir déjà acheté dans cet immeuble? Ça fait un minimum 5 grammes par semaine, sûr. D'accord. Au même moment, dans un autre bureau, les clients de la Tour de la Mort sont entendus par les enquêteurs. L'un d'eux va livrer des détails très précis sur l'ampleur de ce business illégal. C'est déjà arrivé qu'il y a eu du monde sur 2 étages. Et quand il y a du monde sur 2 étages, c'est pas une personne avec 2 mètres. C'est les gens, on est tous collés. Je suis sûr qu'il y a plus de 100 personnes qui viennent à la journée. Facile. Ici, est-ce que tu reconnais quelqu'un? Pour celle-ci? Oui. Non. Par peur de représailles, face aux questions des policiers, acheteurs comme nourrices préfèrent ne pas trop en dire. Néanmoins, avec 2 opérations couronnées de succès, la FRI a porté un coup dur au trafic dans la Tour de la Mort. Pour célébrer leur succès, Chud et ses hommes se retrouvent dans une friterie où ils ont leurs habitudes. De toute façon, tu sais quoi Ça va durer des mois et des mois. Faut te serrer là-dessus. Le major reçoit un appel de sa hiérarchie pour le féliciter et lui annoncer que l'affaire de la Tour de la Mort est désormais confiée à la police judiciaire de Lille. Elle pourra faire les investigations nécessaires pour remonter les éventuelles filières. Si le procureur nous dessaisit pour la police judiciaire, nous, on donne le dossier, il n'y a pas de souci, il continue à suivre le dossier. Le but, c'est le même. Le but est de les mettre en prison et d'aller un étage au-dessus. Nous, la FRI, on est là pour faire du nettoyage et faire des missions de courte investigation. Bon les gars, à la vote. Félicitations. Le major Chud et ses hommes ont déjà en tête une nouvelle affaire. Dès le lendemain, ils vont débuter les surveillances d'un réseau qui écoule d'importantes quantités de cannabis dans une cité du centre de Lille. Pourquoi la drogue est-elle si abondante et si peu chère à Lille? Où et comment les réseaux achètent-ils leurs énormes stocks? Pour le savoir, nous avons décidé de remonter là où s'approvisionnent les réseaux de drogue que combattent les hommes de la FRI. Nous avons donc pris la route qui relie Lille à la Hollande, surnommée l'autoroute de la drogue. En à peine plus de 2 heures, nous voilà à Breda, ville hollandaise à la frontière avec la Belgique. Le lendemain, nous allons essayer d'acheter de la drogue en grande quantité en nous faisant passer pour des trafiquants français. Et pour cela, nous serons équipés de caméras cachées. Au petit matin, nous prenons la direction de l'un des 5 coffee shops de Breda.
Ces lieux où le cannabis est en vente légale. Mais en quelle quantité? Nous allons essayer de le découvrir. À un feu rouge, une voiture nous klaxonne et son conducteur nous demande de nous ranger sur le bas-côté. Vous êtes français? Oui. Pourquoi tu nous as klaxonné? Les Français et les Belges, ils viennent ici acheter de l'herbe. J'ai repéré votre plaque d'immatriculation. J'ai tout ce que vous voulez. Cocaïne, marijuana, hashish, tout. Cet homme qui propose de la drogue à la volée, c'est un roadrunner, un coureur de route en français. Ils sont nombreux à la frontière entre la Belgique et la Hollande. Il n'a pas de drogue sur lui et nous donne rendez-vous le soir même pour une négociation. Nous reprenons notre route pour acheter du cannabis légalement dans un coffee shop, mais nous allons nous heurter à un problème de taille. Bonjour. Bonjour. Il y a un problème là. Vous ne vivez pas en Hollande? Non. Ici, pour acheter du cannabis, il vous faut une carte de résident. Faites attention dans les rues. Les étrangers se font refourguer n'importe quoi. Soyez prudents. À cause du narcotourisme, Breda, ville frontalière, ne vend plus de cannabis aux étrangers. Mais dans les rues, la drogue est partout. Nous allons en avoir une nouvelle démonstration criante. 2 personnes nous accostent et nous en proposent. Je peux vous trouver du cannabis contre une commission. Et si on veut en ramener en France? 1 kilo par exemple. D'abord, tu regardes la qualité et c'est pas du bluff. Les 2 hommes nous font comprendre que la transaction doit se faire à l'abri des regards et qu'il faut les suivre à leur domicile. Malgré le danger et nos caméras cachées dans nos sacs, nous acceptons l'invitation. Une fois dans l'appartement, nous précisons rapidement que nous n'avons pas l'argent sur nous, mais à l'hôtel. Et que nous voulons payer un échantillon avant de nous engager dans l'achat d'1 kilo d'herbe de cannabis. Pour nous, c'est une question de sécurité. Ouais, des mecs pourraient te tirer dessus pour 5 000 €. L'homme appelle son grossiste qui promet de passer dans les 10 minutes. Les 10 minutes vont se transformer en 1 heure. 1 heure pendant laquelle les 2 hommes vont fumer plusieurs pipes de crack. La transaction prend alors une tournure inquiétante. Nous tâchons de garder notre sang-froid. Après 1 heure d'attente, 2 hommes entrent dans la pièce. Salut, enchanté. Moi, c'est Michael. L'un d'eux parle français. Ouais. Ah, tu parles français? Un peu. On voudrait ramener 1 kilo, mais d'abord on veut voir la qualité, le prix, enfin voilà. L'argent? L'argent, je l'ai à Monocal. À l'hôtel. À l'hôtel? Méfiants, les 2 grossistes repartent en laissant un échantillon gratuit d'herbe de cannabis. Je veux juste un échantillon. Si c'est bon, je passe prendre l'argent à l'hôtel et je reviens. Ça a l'air pas mal. Il a dit combien pour 1 kilo? 1 kilo, c'est 2 500 €. 2 500 € le kilo. En France, ce cannabis pourrait être revendu au détail 4 fois son prix. Prétextant une qualité qui ne répond pas à nos exigences, nous mettons un terme à notre transaction. Un peu plus tard dans la soirée, le roadrunner rencontré le matin même nous fixe un rendez-vous. Allô? Ouais, t'es où? La transaction va se faire dans notre voiture. Vas-y, montre. Qu'est-ce que tu proposes? MDMA. Et ces autres sachets là? Ça, c'est de la kétamine. Tu vends aussi du cannabis? Oui, mec. Oui? Oui, 1 kilo, 4 000 €. Ce dealer nous propose toutes sortes de drogues et en grande quantité. Nous lui demandons son tarif pour 100 grammes de cocaïne. 100 grammes de cocaïne? Ouais. 3, 8, 38 le gramme. Et c'est juste pour toi. Il nous propose 1 gramme de cocaïne à 60 € et casse les prix pour l'achat d'1 kilo à 25 € le gramme. Si tu veux acheter en quantité, tu passes à la maison. On s'assoit, on fume un joint, relax, pas de souci. Revendue au détail en France, cette cocaïne peut rapporter 3 à 4 fois son prix. Bon marché, accessible en grande quantité et transportable par l'autoroute, on comprend mieux comment les drogues inondent les cités lilloises depuis les Pays-Bas. Le cannabis importé à bas prix de Hollande est au cœur des préoccupations des hommes de la FRI.
Dans leur bureau, ils travaillent sur une nouvelle affaire. Un réseau de trafiquants très organisé et très prudent qui en écoulerait plusieurs kilos par semaine dans une tour proche du centre-ville. Donc sur Alpha, on a un point de vue. Sur la tour au 3. Olivier est le directeur d'enquête. Sur cette affaire, il coordonne les missions et fixe les objectifs qui vont permettre d'identifier l'organisation et les hommes clés du réseau. Exactement, le même cirque, même mouvement, les mêmes horaires. D'accord. On a eu un courrier anonyme qui dénonçait ce trafic de stupéfiants. Il explique bien, hein, l'immeuble squatté par des dealers, des clients, une odeur d'urine et de produits stupéfiants erre dans les escaliers. C'est donc le ras-le-bol d'un riverain excédé par ce trafic qui a poussé la FRI à intervenir. Une affaire de stupéfiants, ça rebondit toujours, tout le temps. Parce qu'au départ, on était parti sur des petits vendeurs, c'est un petit trafic, c'est consommateur et puis vendeur et tout, sur un sachet, 2 sachets de bœuf, quoi. Pour nous, c'est ça, c'est le deal de rue. Donc, maintenant, au vu de l'enquête, on a monté des étages. La cité au cœur de cette nouvelle affaire n'est qu'à quelques centaines de mètres du Conseil régional des Hauts-de-France. Pour observer les faits et gestes du réseau, la FRI a mis en place un dispositif complexe et très discret de surveillance. Nous appellerons Christophe, cet enquêteur, dont l'identité doit rester secrète. Il se dirige vers un point d'observation, un appartement dans la cité réquisitionné par la police. L'une des fenêtres de l'appartement offre une vue imprenable sur la cage d'escalier touchée par le trafic et citée dans la lettre de dénonciation. Ouais, donc je suis en place sur le PO, je vais me préparer, mais pour l'instant c'est RAS pour moi. Christophe a pour mission d'identifier l'homme qui transporte la drogue sur le point de vente. Le vendeur arrive. Ouais, c'est reçu, c'est parti pour nous. Ces 2 policiers surveillent le hall d'un immeuble voisin où le cannabis serait stocké en grande quantité chez une nourrice, une personne qui héberge la drogue en échange d'argent. Les membres du réseau sont très prudents. Avec ce dispositif, ils évitent aux vendeurs d'avoir trop de drogue sur ou avec eux. Un homme est donc chargé de multiplier les allers-retours entre le stock et le point de vente. Cet homme, c'est le ravitailleur et c'est la cible à identifier pour Christophe. Il est là, il arrive. Il est midi, les ventes vont débuter. Ce cabas vert est supposé contenir du cannabis. Ouais, il est là, il est au bâtiment. Il est suivi par le vendeur, il est suivi par le guetteur. Hop, le guetteur, il va fermer la porte. Hop là, parfait. La livraison faite, le dealer attend maintenant ses clients dans les étages. En bas, un portier du réseau est chargé de les orienter. Oh la vache. Situé près d'une faculté, ce point de deal voit défiler des consommateurs par dizaines. Ils sont entre à 6, midi 18. Là, ils ont fait déjà quasiment 300 € en un quart d'heure. Le balai des acheteurs va ainsi se poursuivre tout l'après-midi, au vu et au su des habitants. En 4 heures, ce sont plus de 120 acheteurs qui ont défilé dans ce hall d'immeuble. À une moyenne de 30 € le sachet de cannabis, c'est déjà 3 600 € d'empochés pour les dealers. Ouais, c'est notre objectif qui revient sur place. Hein. Il rentre. Donc il recharge, il est 16h. Il sort. Je pense qu'il va retraverser. Il est 16h. Le point de deal tourne depuis 4 heures déjà. Le ravitailleur vient de réapprovisionner les vendeurs. Tous les membres du réseau sont systématiquement photographiés et même filmés. Ces preuves vont nourrir le dossier d'enquête de la FRI. Lutter contre le trafic de stupes, c'est vraiment quelque chose de... Surtout ici dans le Nord, où c'est vraiment une gangrène, ça fait plaisir. De retour de planque, les équipes de la FRI trient leurs films et leurs photos. Ces images leur permettent de mettre des noms sur les membres du réseau. L'analyse des vidéos fait également avancer l'enquête. Pour connaître l'étage où est stocké le cannabis, ils chronomètrent la durée de l'appel à l'interphone. 10 secondes et s'appuyer. Demain, il faut faire la même année. Les policiers, en faisant la même manipulation, vont pouvoir savoir à quel étage est situé l'appartement nourrice. Les acheteurs ont défilé de midi jusque tard dans la soirée. Avec une moyenne de 200 clients, le chiffre d'affaires des trafiquants est estimé à 8 000 € par jour. Dans ce hall d'immeuble, ils se permettent tout. Et même d'uriner dans les étages. Il pisse dans le hall.
Dans le bâtiment, aucun respect. Là, c'est la fermeture du point. Il est 21h30, 22h. Dans cette vidéo, le ravitailleur vient récupérer le cabas vert qui contient le stock d'invendus et les bénéfices de la journée. Puis il se dirige vers le parking. Là, il procède à un échange avec un homme que l'on voit compter des billets dans une voiture. Et c'est le même manège tous les soirs. Les enquêteurs suspectent l'homme dans la voiture d'être le banquier du réseau. Ils vont organiser sa filature. Vers casino, Jeanne Jacquet, casino, reçu? Ouais, reçu, je suis dans la petite Alma, je vais le voir passer à mon avis. Il est là, il passe devant. Ouais, d'Olivier, je suis derrière la Mégane. Le banquier présumé circule au volant de cette Mégane bleue. 4 voitures banalisées de la FRI vont se relayer toute la nuit pour connaître sa destination finale. Olivier dirige l'opération en contact radio permanent avec ses collègues. Attention à tous, la Mégane va tourner pour attraper Calmette. Le but, c'est de localiser l'objectif qui est le rôle de banquier dans cette affaire, loger son domicile. C'est lui là en face, tu vois. Ouais, il a de faire le feu rouge, je le fais pas, il s'en va. Le conducteur de la Mégane vient de brûler un feu rouge. Il multiplie ce qu'Olivier appelle des coups de sécurité, une technique pour s'assurer de ne pas être suivi. Il accélère, il ralentit fortement, après il prend des petites rues, il fait des droites-gauche. Ils sont méfiants. Très méfiants. Le banquier présumé va se mettre dans une situation étonnante dont les hommes de la FRI vont tirer parti. Ouais, il est à l'arrêt au niveau de la voie bus. Ça monte dans le véhicule. Une femme monte à bord. Ça redémarre. La voiture se dirige alors vers une impasse et se gare aussitôt. Cet individu a récupéré une personne de sexe féminin. Il est rentré dans une impasse à l'abri des regards pour faire des galipettes ou autre chose. Olivier demande alors à une patrouille de police de procéder à un contrôle d'identité du conducteur de la Mégane. Un moyen de récupérer son nom et surtout son adresse sans attirer son attention. Dans le contrôle, le conducteur il leur donne une adresse sur Bombay. Affirmatif, c'est la Mégane qui ressort. Le conducteur abandonne sa passagère, quitte l'impasse et après quelques rues, accélère fortement. Ouais, direction Roubaix apparemment. Laissez-moi les ondes, je suis derrière, s'il vous plaît. Il tartine. Olivier ne se laisse pas distancer. Il doit s'assurer que la Mégane bleue va le conduire à l'adresse repérée par la patrouille de police. Il est plus de 3 h du matin. Les rues de Roubaix sont désertes. Olivier doit redoubler de précautions. Sa voiture est facilement repérable. Dans une rue à peine éclairée, le conducteur de la Mégane freine sans raison. Olivier maintient sa vitesse et reste à bonne distance. Finalement, la voiture se gare sur le bas-côté. Ouais, il se stationne, je lâche, il stationne. Je vais tout droit, il stationne, à ma droite. Le banquier présumé entre dans un bâtiment dont l'adresse correspond à celle relevée plus tôt dans la nuit lors du contrôle de police. Cette filature est un succès. Ce membre important du réseau est logé, comme on dit dans le jargon policier. C'est l'adresse, donc on verra plus tard. Je pense que pour maintenant, il faudrait lâcher. Le jour de l'opération, c'est envoyer une équipe chez lui. Et s'il est chez lui, on ira l'interpeller à domicile. L'interpellation du banquier présumé est planifiée le même jour que l'arrestation de son réseau. Un réseau en sursis. Les hommes de la FRI s'apprêtent à mener une opération coup de poing sur leur lieu de deal. Quelques jours plus tard, les hommes de la FRI sont prêts à le faire tomber. Quand il se gare, il dit top, départ, la voiture elle arrive. Faut que la voiture, ils n'auront pas le temps de bouger. Faut que la voiture elle se mette sur après arriver là. Ils ont prévu d'intervenir à midi, quand le deal bat son plein. Donc trafic de stupes sur un portier, un vendeur 6e et des guetteurs aux alentours. Fred, c'est Alpha. Donc le transporteur. Bravo Delta, ça sera Morgan. Donc les guetteurs et le vendeur. Ouais, et puis on reste pas 3 heures, c'est tout de suite dans la foulée. Il y en a qui peuvent monter avec Checheux. Pour entrer rapidement et sans être repérés au cœur de la cité, les hommes de la FRI utilisent un sous-marin, un utilitaire pour ne pas éveiller les soupçons.
Vous êtes dans quel état d'esprit généralement là? Ouais, ça monte un petit peu là, c'est l'adrénaline un peu. On voit l'opération, c'est logique. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est sur les gars, on est impatient. On met la cagoule parce que quand on intervient, ça fait vraiment un effet psychologique aux personnes qu'on va interpeller, quoi. Au même moment, les autres voitures banalisées de la FRI convergent vers la zone d'intervention. Dans l'une d'elles, ceux chargés de perquisitionner l'appartement Nourrice et ses stocks de cannabis. On va passer devant le... On arrive sur le parking, Top, on peut y aller. À l'ouverture de la porte, dealers et guetteurs prennent la fuite. Mais tous les accès de la cité ont été bloqués par des officiers de police. La souricière se referme sur le réseau. Olivier a récupéré les sachets de cannabis jetés dans une poubelle par le dealer présumé. Pas de temps à perdre. Dans la tour, d'autres membres du réseau sont à interpeller. Là, on va taper les deux vendeurs qui s'étaient cités parmi les 5. Et là, on va taper la Nourrice tout de suite. Vite! Bah, vite, allez, les gars, c'était vous, là! Police! Les hommes de la FRI pénètrent dans l'appartement de la Nourrice, occupé par un homme et sa fille, étonnamment calmes. Couteau, balance, chichon. Une savonnette de cannabis, mais la plus belle saisie reste à venir. Dans une chambre d'enfant, 3 énormes sacs. Ah, c'est positif. Ah ouais. Oh là 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 là. Jackpot, les amis. Eh gros, regarde, gros, regarde. C'est bien ça. À l'intérieur de ces sacs, de l'herbe de cannabis. Chacun pèse 5 kilos. Et dans l'un d'entre eux, des sachets conditionnés prêts à la vente. Et le vendeur, quand il a son acheteur, il vient, il ouvre le sac, il prend ce qu'il a besoin. Généralement, c'est des 10 €, qui sont des 10 ou des 20 €. Là, je pense que c'est un 20 €. Valeur à la revente au détail des 15 kilos saisis, 150 000 €. On va faire un bilan, mais il y en a peut-être plus même. C'est plus que ce que vous pensiez? Ouais, bon, on savait que c'était une nourrice, quoi. Après, à savoir combien de kilos il stockait, c'est assez difficile parce qu'ils ramènent de petite quantité par petite quantité. Donc là, ils ont vraiment tout stocké chez une personne vulnérable. Hein, donc en fait, ils lui payent le loyer et puis ils stockent tout, quoi. C'est une belle petite prise. La FRI a frappé fort, en pleine journée, aux yeux de tous. Une méthode assumée. Dégager les dealers, rendre la cité à ses habitants et ses familles. La FRI mène une guerre de territoire. L'objectif de la FRI, c'est pour donner un coup de poing dans les cités, les quartiers, et mettre un temps d'arrêt à ces trafics. Les jeunes dealers ou vendeurs ne respectent rien, et les gens sont excédés. Pour nous montrer l'ampleur du business et ses conséquences sur cette cité, Olivier nous conduit au coin d'un immeuble qui servait également de point de deal. Donc ils planquaient un peu partout. Il y a plein de sachets, c'est un truc de fou. Regarde, tout ça c'était rempli de produits stupéfiants. Tu vois qu'ils vendaient pas mal quand même. 5 membres du réseau ont été interpellés. Parmi eux, l'homme au cabas vert, le ravitailleur qui relevait également l'argent de la drogue. Auditionnés dans le bureau de la FRI, les membres du réseau sont tous connus des services de police. T'as acheté à l'autre qui était là, l'autre qui est là? Non, c'est pas lui. T'es connu des services de police? Ouais, t'es connu. On va te mettre en garde à vue et tu vas nous expliquer. Il minimise, il dit que c'est un acheteur. Alors que ça fait... il est resté toute la matinée là-bas avec eux. Et quand on court après, il jette ce qu'il a sur lui, plusieurs sachets dans une poubelle. L'un d'eux, déjà en liberté conditionnelle, était même convoqué le lendemain par les services pénitentiaires d'insertion. Il est convoqué demain au SPIP, parce qu'il doit bien se comporter. Ah ouais, bah là, il est mal barré. À 11h demain. Ouais, bah, il y sera pas. Bah, c'est un document qu'on a découvert lors de la perquisition. Ils avaient affiché fièrement pour ne pas oublier le rendez-vous. Après audition, les membres du réseau sont placés en garde à vue, dans les geôles de l'hôtel de police. Là, il retrouve le banquier interpellé chez lui à Roubaix quelques heures plus tôt. Il nie son implication dans le trafic,
mais admet avoir été prévenu par téléphone de la descente. On m'a appelé, on m'a dit ça a pété, alors que j'ai rien à voir. Ça a pété quoi? Bah, vous êtes venu arriver en palier, vous avez chopé tout le monde. Je sais pas, t'as l'air d'en savoir plus que moi. Il sait très bien qu'il est pris dans un trafic de stupéfiants, donc il n'est pas seul. Forcément, ses complices, il veut voir un petit peu qui est là, voir s'il nous en manque ou pas. Il sait très bien qui est avec lui. Un mineur fait partie des interpellés. Pour lui signifier la prolongation de sa garde à vue, c'est par visioconférence que le magistrat qui suit toutes les affaires de la FRI va le faire. Bonjour monsieur, est-ce que vous me voyez et m'entendez bien? Je vous vois et je vous entends bien. Donc, je suis le procureur de la République à Lille. On est bien d'accord, monsieur, que vous étiez déjà connu des services de la police et de la justice pour des faits de trafic de stupéfiants? Oui. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis, monsieur, après votre garde à vue? Je risque d'être déféré. Ouais, et après? Je sais pas. Eh ben, vous risquez d'aller en prison, monsieur. Voilà, je vous le dis. Parce que quand on est sous contrôle judiciaire et qu'on recommence, j'aime bien qu'on n'a pas compris le message. Je prendrai ma décision vous concernant dans la journée. Voilà, vous pouvez réintégrer la cellule, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Le mineur interpellé et les autres membres du réseau, dont les gardes à vue ont également été prolongés, vont donc passer la nuit en cellule. Dans leur bureau, les membres de la FRI rassemblent le fruit de leur perquisition. Ces 15 kilos de cannabis font la fierté d'Olivier. C'est l'une de ses plus belles enquêtes. Et elle est pour qui la photo? Photo, c'est un souvenir personnel déjà. Et puis pour envoyer aussi aux magistrats et à nos patrons. Pour un petit deal de quartier, c'est pas mal. Quand vous amputez quelqu'un de 150 000 euros, ça fait mal, forcément. Une fois on touche au porte-monnaie, de toute façon, forcément, ça les touche. Le dénouement de cette enquête va se jouer dès le lendemain au tribunal de grande instance de Lille. Le major Schud et Olivier apportent le dossier d'enquête au procureur. Franck Charon assure tout le suivi judiciaire depuis la création de la FRI. Son rôle, veiller à ce qu'aucune faute de procédure ne soit commise, afin que la réponse de la justice soit la plus efficace et la plus rapide possible. Comment allez-vous? Ça va bien. Bonjour. Vous allez bien? On vous ramène la procédure, les CV, les DVD, des surveillances. Bon, écoutez, impeccable. Bon, tout s'est bien passé? Oui, très Ça bien. va? Bon. Nickel. On a vu que le mineur avait été écroué hier. Il passe dans l'après-midi. Ils passeront alors a priori donc audience de comparution immédiate cet après-midi, donc à partir de 14 h. Merci, bon retour à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. La nouveauté, c'est effectivement l'approche de la FRI. Donc cette efficacité qu'on recherche à la fois du côté police avec la FRI, eh bien, elle se retrouve aussi au niveau judiciaire avec une réponse rapide qui est privilégiée pour ce type d'affaires. Après avoir lu le dossier d'enquête, le procureur notifie les poursuites judiciaires à chaque homme du réseau. Bonjour, asseyez-vous. Vous faites rien, vous ne voyez rien, vous ne portez rien, vous êtes juste là, monsieur, c'est ça? Oui. Ouais. Non, monsieur, j'ai rien fait, monsieur. D'accord, vous n'avez rien fait. Je squatte là-bas, je suis ma chicha Bon. là-bas, comme tout le monde. Je vous en prie. C'est chez vous, monsieur, que ces 15 kg d'herbes de cannabis ont été découverts. J'ai voulu dépanner quelqu'un, voilà. Ils ne m'ont pas dit les quantités qu'ils avaient ramenées. Ouais, vous les avez vus, monsieur? Non, j'ai pas vu. Le 19 décembre 2013, première condamnation pour trafic de stupéfiants. Le 25 juin 2014, vous avez déjà été jugé une deuxième fois. Quand on est condamné comme ça, monsieur, quand on a déjà fait de la prison, pourquoi on vous retrouve à nouveau impliqué dans un trafic, monsieur? Question simple, Simple. Bah oui. Allez-y. L'argent, bah oui. L'argent est tout beau, tu sais. Je dis que bonjour, asseyez-vous. Seul à se présenter avec son avocat, le banquier et tête présumée du réseau. Donc la récidive légale, vous savez ce que ça veut dire? Bon, pas besoin de vous expliquer.
Non. Vous avez un avocat devant moi, vous avez la possibilité, monsieur, soit de faire des déclarations, soit de garder le silence, soit de répondre à mes questions. Qu'est-ce que vous choisissez, monsieur? Je parle pas. Ne parlez pas. Je souhaite garder le silence. Signez ici. Vous allez en avoir une copie. Là, on est sur du réseau de détail, en réalité, même si les quantités de saisie sont extrêmement importantes. Donc le tribunal adaptera évidemment en fonction de la nature des faits. Si c'est un trafic qui est matérialisé depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, donc avec un impact social beaucoup plus lourd, évidemment les sanctions seront plus lourdes aussi. Dans cette affaire, les 5 mises en cause ont écopé de 4 à 16 mois de prison ferme. Pour le major Schud, cette réponse immédiate de la justice fait écho à la rapidité avec laquelle la FRI traite ses enquêtes. La FRI, force de réponse immédiate de la police et réponse immédiate de la justice dans la foulée. On a eu sur 110 gardes à vue, 35 mandats de dépôt quand même. Les gars sont allés en prison. Dans leur lutte contre les réseaux, les hommes de la FRI amassent des kilos de drogue chaque mois. Une fois les affaires jugées, cette drogue est destinée à la destruction dans une déchetterie. La valeur de la marchandise transportée dépasse bien souvent les 100 000 € et nécessite l'organisation d'un convoi exceptionnel. Quand on part à l'incinérateur détruire une telle quantité de drogue, ce serait pour une éventuelle attaque. On est bien suivi quelquefois à la sortie du commissariat personnellement par des délinquants. La déchetterie se trouve en dehors de l'île. Avec une telle cargaison, les voitures de la FRI ne se permettent aucun contretemps. Il faut aller vite. La localisation de l'incinérateur doit rester secrète. Ces sacs contenant la drogue ont droit jusqu'au bout à une escorte lourdement équipée. Merci à vous. Bon, on va mettre les casques. On va mettre les casques. Et on va se diriger en haut des Trévis. Le major Schud est conduit vers une zone où un nombre très limité de personnes a accès. C'est la fosse qui alimente l'incinérateur. 5 kg 200 d'herbe de cannabis. Cocaïne, héroïne, 5 kg 200. Allez. 5 kg 800. Vous prêts? Pour des raisons de sécurité, Schud y jette lui-même les sacs de drogue. Donc là, on va balancer une pelle de 5 tonnes sur l'ensemble des scellés. Ça descend directement dans la chambre de combustion. Il n'y a aucun moyen de récupérer quoi que ce soit. Une fois ensevelie, la drogue va lentement glisser vers les flammes. En à peine plus d'un an d'existence, la FRI a fait partir en fumée pour près d'1 demi-million d'euros de drogue. Si on tombe sur 10 kilos, ben c'est bien. Si on tombe sur 200 grammes, c'est très bien aussi. Nous, notre but, c'est de nettoyer le quartier et que la population reprenne la vie normale, les cours normales dans les quartiers. En moins d'un an, la FRI est devenue la nouvelle bête noire des réseaux de drogue à Lille. Mais aucun de ces 17 hommes n'est dupe. Cette lutte contre les réseaux de trafiquants n'est pas prête de toucher à sa fin. Ça fait un minimum 5 grammes par semaine sûr. D'accord. Au même moment, dans un autre bureau, les clients de la Tour de la Mort sont entendus par les enquêteurs. L'un d'eux va livrer des détails très précis sur l'ampleur de ce business illégal. C'est déjà arrivé qu'il y a eu du monde sur 2 étages. Et quand il y a du monde sur 2 étages, c'est pas une personne avec 2 mètres. C'est les gens, les tous collés. Je suis sûr qu'il y a plus de 100 personnes qui viennent à la journée. Facile. Ici, est-ce que tu reconnais quelqu'un? Pour celle-ci? Oui. Non.
mois après, on m'a dit ça a pété, alors que j'ai rien à voir. Ça a pété quoi? Bah, vous êtes venu arriver en palier, vous avez chopé tout le monde. Je sais pas, t'as l'air d'en savoir plus que moi. Il sait très bien